Mon fils m'a présenté aux parents de sa nouvelle petite amie, qui ne parlait que mandarin. J'ai hoché la tête en silence, faisant mine d'avoir besoin d'une traduction. Puis j'ai entendu la mère dire quelque chose qui m'a donné envie de hurler. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il pensait de ma famille. Les mots sortaient de la bouche de Madame Lin en un mandarin rapide, son ton dégoulinant de mépris alors qu'elle me désignait avec sa tasse de thé. Elle a dit que mon fils avait l'air en assez bonne santé, mais qu'il venait clairement d'une extraction inférieure. Que son père, assis en face d'elle, était manifestement sans éducation malgré son costume. Qu'il travaillait probablement de ses mains comme un ouvrier, et n'était certainement pas digne de leur fille, Mei. Elle a dit qu'il devrait s'assurer que Mei comprenne que cette relation était temporaire, une phase avant qu'elle ne trouve quelqu'un issu d'une famille convenable, avec de vraies réussites et une lignée digne d'être préservée. Son mari, Monsieur Lin, a hoché la tête, ajoutant qu'au moins mon fils semblait dressable, que peut-être avec suffisamment de leur influence, il pourrait être moulé en quelque chose d'acceptable, bien que les limitations génétiques finiraient toujours par transparaître. Ils ont ri, de ces petits rires polis au-dessus de leur thé, tandis que mon fils Damien était assis à côté de Mei, traduisant ce qu'il pensait être des amabilités sur la météo et le plaisir de se rencontrer enfin. J'ai gardé un visage neutre, souriant et hochant la tête comme si je ne comprenais pas un mot, alors qu'une rage si intense montait dans ma poitrine que je pouvais à peine respirer. Ma femme, Catherine, était assise à côté de moi, ne comprenant vraiment rien, souriant chaleureusement à ces gens qui traitaient notre famille de déchets inférieurs droit devant nous. Je travaillais comme architecte logiciel à la Défense depuis 23 ans lorsque mon fils a commencé à sortir avec Mei. Damien avait 26 ans, un jeune avocat prometteur dans un grand cabinet d'affaires parisien, intelligent et gentil d'une manière qui me rendait fier chaque jour. Il fréquentait Mei depuis environ 4 mois, une femme brillante qui travaillait comme chercheuse en biomédecine à l'Institut Pasteur. Ils semblaient vraiment heureux ensemble. Ce bonheur facile et confortable qui suggérait que quelque chose de sérieux se développait. Quand Damien a mentionné que les parents de Mei voulaient nous rencontrer, qu'ils voulaient organiser un dîner formel chez eux à Neuilly-sur-Seine, j'avais été ravi. Cela ressemblait à une étape importante dans leur relation, le genre de rencontre qui suggérait de futures discussions de mariage. Mei avait expliqué que ses parents étaient traditionnels, qu'ils avaient immigré de Shanghai il y a 25 ans, parlaient un français limité et préféraient mener les réunions familiales importantes en mandarin. Damien parlait un mandarin conversationnel grâce à des cours à la fac, mais n'était pas courant. Mei avait dit qu'elle traduirait pour nous, pour s'assurer que tout le monde puisse communiquer. J'avais hoché la tête, sans mentionner que je parlais moi-même couramment le mandarin. Mes compétences linguistiques n'étaient pas quelque chose que j'affichais par hasard. J'avais appris le mandarin pendant mon doctorat en informatique à l'université Pierre et Marie Curie, passé 2 ans à faire de la recherche à Pékin à la fin de la vingtaine, devenant courant par immersion et nécessité. J'avais maintenu cette compétence au fil des années, lisant des revues techniques chinoises, regardant des films sans sous-titres, consultant occasionnellement sur des projets avec des partenaires chinois. Mais dans les cadres sociaux français décontractés, les gens faisaient des suppositions. Ils voyaient un homme blanc dans la cinquantaine et supposaient que je ne parlais que français et anglais, et je les corrigeais rarement. C'était devenu un outil professionnel utile, assis dans des réunions où des collègues chinois discutaient stratégie en mandarin, pensant que je ne pouvais pas comprendre, me donnant des avantages de négociation. J'avais prévu de mentionner mes compétences linguistiques aux parents de Mei immédiatement, pensant que ce serait une bonne surprise, un moyen de créer du lien. Mais quand nous sommes arrivés devant leur impressionnante demeure dans ce quartier huppé, et que Madame Lin nous a accueillis avec cette expression particulière, celle qui vous évalue et vous trouve insuffisant dans les 3 premières secondes, quelque chose m'a fait hésiter. Le premier signal d'alarme est venu lors des présentations. Madame Lin nous a regardés, Catherine et moi, puis a regardé Damien, et a demandé à Mei en mandarin si nous étions vraiment les parents ou s'il s'agissait de beaux-parents ou de parents adoptifs, car l'intelligence et la beauté de Damien devaient sûrement venir d'ailleurs. Mei avait ri mal à l'aise et dit « Non, ce sont les parents biologiques de Damien », et Madame Lin avait émis un son évasif qui traduisait scepticisme et déception. Elle s'était tournée vers nous et avait parlé dans un français à l'accent très prononcé, très lentement, disant « Bienvenue dans sa maison », nous faisant signe de nous asseoir comme si nous étions des enfants ayant besoin de directives claires. Monsieur Lin m'avait serré la main avec une poigne quasi inexistante, le genre de poignée de main qui signifie que vous ne valez pas un véritable effort. Ils étaient immédiatement repassés au mandarin, disant à Mei d'expliquer que le dîner serait de la cuisine chinoise traditionnelle, qu'ils espéraient que nous n'étions pas trop rustres pour l'apprécier. Demandant si nous savions utiliser des baguettes ou s'ils devaient chercher des fourchettes pour les étrangers.
Mei avait traduit cela en disant qu'ils espéraient que nous apprécierions le repas qu'ils avaient préparé. Damien avait souri et les avait remerciés. Je n'avais rien dit, j'avais juste observé. Le dîner avait été élaboré. Plat après plat de mets du Sichuan magnifiquement préparé que Madame Lin expliquait en mandarin être probablement trop complexe pour nos palais français, trop subtil pour des gens qui mangeaient habituellement du steak frites et de la purée. Elle a dit à Mei de s'assurer que nous comprenions que c'était de la vraie nourriture, pas les ordures servies dans les traiteurs asiatiques de quartier, que nous devrions au moins faire semblant d'apprécier l'effort, même si nous ne pouvions pas vraiment comprendre la qualité. Mei avait traduit cela comme sa mère espérant que nous apprécions la cuisine maison authentique. Catherine avait complimenté chaque plat avec enthousiasme, sincèrement impressionnée par les saveurs et la présentation. Madame Lin lui avait souri avec une condescendance à peine voilée, disant à son mari en mandarin que les Français de base étaient comme des enfants, facilement impressionnés par une compétence basique. Manquant de la sophistication pour distinguer une cuisine vraiment exceptionnelle d'une cuisine simplement adéquate. Tout au long du repas, les Lin avaient maintenu un commentaire continu en mandarin, critiquant tout, de mes manières à table aux bijoux de Catherine jusqu'à notre choix de vin, tout en gardant des sourires polis et en laissant Mei traduire des amabilités aseptisées. C'est après le dîner, autour du thé dans leur salon formel, que les commentaires sont devenus vraiment vicieux. Madame Lin avait demandé à Mei en mandarin quelle était ma profession. Et quand Mei avait expliqué que je travaillais dans l'informatique, Madame Lin avait ri et dit que cela signifiait que j'étais probablement juste un technicien, quelqu'un qui réparait des ordinateurs, essentiellement un dépanneur glorifié. Elle a dit, le vrai succès dans la technologie signifie fonder des entreprises ou diriger des divisions majeures, pas être une petite main qui pousse du code. Elle a demandé si je gagnais décemment ma vie, et quand Mei a mentionné mon salaire, qui était très bon, Madame Lin l'a balayé comme adéquate pour la classe moyenne, mais rien d'impressionnant. Certainement pas le genre de richesse qui indiquait une vraie capacité. Elle a dit que leur famille descendait de lettrés et d'officiels depuis des générations, qu'ils avaient des standards, et que voir Mei sortir avec quelqu'un d'un milieu aussi ordinaire était inquiétant. Monsieur Lin avait ajouté qu'au moins Damien semblait essayer de s'élever grâce au droit, bien qu'il ne deviendrait probablement jamais associé dans un grand cabinet en venant de notre genre de famille sans relation ni pédigré. La conversation avait basculé sur Catherine, ma femme depuis 30 ans, une infirmière aux urgences qui avait consacré sa carrière à sauver des vies. Madame Lin avait demandé ce que faisait Catherine, et quand Mei a expliqué qu'elle était infirmière, le visage de Madame Lin avait affiché un pur mépris. Elle a dit en mandarin que le métier d'infirmière était un travail de domestique, que cela montrait que Catherine venait d'une classe sociale basse. Que cela expliquait probablement pourquoi je l'avais épousée, car quelqu'un d'une bonne famille n'aurait pas accepté une profession aussi humble. Elle a dit que les infirmières étaient à peine éduquées, suivant les ordres des médecins comme des bonnes, touchant des gens malades et faisant le sale boulot parce qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour de vraies carrières médicales. Elle a dit que cela expliquait l'intelligence adéquate mais non exceptionnelle de Damien, diluée par la génétique ouvrière de sa mère. Monsieur Lin avait hoché la tête sérieusement et dit qu'il devrait s'assurer que les petits-enfants de Damien et Mei reçoivent un enrichissement et une éducation appropriée pour surmonter ces limitations génétiques. Pour être élevés davantage par le côté Lin de la famille afin de maximiser leur potentiel. J'étais assis là, tenant ma tasse de thé avec les jointures blanches, regardant Catherine sourire chaleureusement à ces gens qui la traitaient de stupide et de bas étage, regardant Damien traduire ce qu'il pensait être des questions polies sur nos carrières et nos antécédents familiaux. Chaque fibre de mon être voulait répondre en mandarin courant pour dire à ces gens arrogants exactement ce que je pensais d'eux. Pour défendre ma femme, moi-même et notre famille parfaitement respectable. Mais quelque chose m'a retenu. Un instinct qui disait que j'en apprendrais plus en continuant à écouter. Que la profondeur de leur mépris se révélait encore. Que je devais comprendre pleinement à qui nous avions affaire avant de dévoiler mon jeu. Alors j'ai souri, hoché la tête et bu mon thé pendant que Madame Lin disait à son mari que Damien était clairement naïf et protégé, pris par la beauté de Mei sans comprendre l'importance de la compatibilité familiale. Qu'il devrait le guider doucement vers la compréhension que cette relation n'avait aucun avenir réel. L'insulte finale est venue quand Madame Lin a interrogé Mei directement sur les projets de mariage. Mei avait dit qu'ils n'en avaient pas encore discuté sérieusement, mais qu'elle tenait beaucoup à Damien. Madame Lin avait répondu en mandarin que l'affection c'était bien, mais que le mariage exigeait des considérations pratiques, que Mei devait être réaliste quant aux limites de Damien malgré ses qualités superficielles. Elle a dit que Damien n'offrirait jamais le style de vie que Mei méritait, n'aurait jamais les relations pour faire avancer sa carrière, serait toujours juste ordinaire peu importe ses efforts parce qu'il venait de gens ordinaires avec des accomplissements ordinaires.
Elle a dit que May devrait profiter de cette relation comme d'une expérience d'apprentissage, mais garder ses options ouvertes, surtout avec le jeune médecin dont sa mère avait parlé le mois dernier. Celui d'une famille qui possédait des hôpitaux à Shanghai et avait une vraie richesse et des relations. Elle a dit que ce genre de partie serait approprié pour leur fille, pas se contenter de quelqu'un issu d'une famille où le père réparait des ordinateurs et la mère nettoyait des fluides corporels pour vivre. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous pour en découvrir d'autres comme celle-ci. Nous sommes partis ce soir-là vers 22h, rentrant chez nous dans notre Tesla pendant que Damien et Catherine discutaient joyeusement de la gentillesse apparente des parents de May, de leur accueil, de la qualité du dîner. J'avais dit très peu de choses, traitant ce que j'avais entendu, décidant quoi faire de ces informations. Quand nous sommes rentrés, Catherine est allée se coucher, mais je suis resté éveillé à faire des recherches sur les lins sur mon ordinateur portable. J'ai découvert que Monsieur Lin possédait une entreprise d'import-export prospère, une richesse substantielle issue d'investissements immobiliers, et qu'il était actif dans les organisations communautaires franco-chinoises. Madame Lin figurait dans plusieurs conseils d'administration caritatifs, toujours photographiés lors de galas coûteux, décrites dans les colonnes mondaines comme une mécène des arts. Ils avaient la réputation d'être traditionnels, sélectifs quant à leur cercle social, connus pour avoir des standards élevés. Plusieurs articles mentionnaient que leur fille May avait été présentée dans des revues académiques, décrites comme une étoile montante de la recherche biomédicale. Sur le papier, il semblait impressionnant. En réalité, c'étaient des snobs élitistes qui avaient insulté ma famille pendant 3 heures d'affilée alors que nous étions assis dans leur salon. J'ai appelé Damien le lendemain et lui ai demandé de me retrouver pour un café sans May. Il a accepté, arrivant à notre brasserie habituelle, l'air curieux et heureux. J'ai demandé ce qu'il pensait des parents de May, et il a dit qu'il semblait gentil, bien qu'un peu formel, que la barrière de la langue avait rendu la conversation maladroite, mais que les traductions de May avaient aidé, qu'il était content qu'on se soit tous rencontrés. J'ai demandé quelles étaient ses intentions à long terme avec May, et il a dit qu'il l'aimait, qu'il prévoyait de la demander en mariage dans les prochains mois, qu'il voulait construire une vie avec elle. Son visage était si ouvert et plein d'espoir, si sincèrement excité par son avenir avec cette femme qu'il aimait. J'ai dû décider à ce moment-là si je devais lui dire ce que j'avais entendu, si je devais potentiellement détruire sa relation en révélant ce que ses parents pensaient vraiment de nous, ou si je devais me taire et le laisser poursuivre son bonheur pendant que je m'occupais des lins séparément. J'ai demandé si May connaissait le mandarin, et il a ri en disant, bien sûr, elle a grandi en le parlant à la maison. Elle était parfaitement courante. Il a demandé pourquoi, et j'ai dit juste par curiosité, juste pour mieux comprendre son parcours. Je suis rentré et j'ai tout raconté à Catherine. Je l'ai fait asseoir dans notre cuisine et lui ai expliqué en détail ce que Madame Lin avait dit sur le fait qu'elle était une servante, que son travail était sale et de basse classe, que sa génétique limitait l'intelligence de Damien. J'ai vu le visage de ma femme s'effondrer. Cette femme qui avait passé 30 ans à sauver des vies aux urgences, qui avait fait des doubles gardes pour aider à payer les études de Damien, qui se consacrait à aider les gens dans leurs pires moments. Elle a commencé à pleurer, ces larmes silencieuses qui m'ont rendu plus en colère que je ne l'avais été assis dans le salon des Lins à écouter leurs insultes. Catherine a demandé si Damien savait, et j'ai dit non. Je ne lui avais pas encore dit. Je ne savais pas si je devais le faire. Elle a demandé ce que j'allais faire, et j'ai dit que je ne savais pas, mais que je n'allais pas laisser ces gens traiter notre famille comme des ordures, surtout s'ils devaient devenir les beaux-parents de Damien. Elle a dit, peut-être devrions-nous juste ignorer, certaines personnes sont des snobs, et les combattre ne changerait rien. J'ai dit peut-être, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir à la façon de gérer cela. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait plus de recherches. J'ai appelé un ancien collègue qui faisait des affaires sur les marchés chinois, je lui ai posé des questions sur le nom de famille Lin et leur réputation. Il a mené quelques enquêtes et m'a rapporté que les Lin étaient connus dans certains cercles comme difficiles, arrogants, obsédés par le statut et les lignées. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Madame Lin avait rejeté plusieurs prétendants pour May au fil des ans, trouvant toujours des raisons pour lesquelles il n'était pas assez bien. Que May avait près de 30 ans et était toujours célibataire en partie parce que les normes de sa mère étaient impossibles à atteindre. Il a dit que la famille était respectée mais pas particulièrement aimée, que les gens faisaient des affaires avec eux mais ne les appréciaient pas nécessairement. J'ai également contacté une connaissance avocate, une femme nommée Maître Valérie Lambert, spécialisée en droit de la famille avec 20 ans d'expérience. J'ai expliqué la situation et demandé hypothétiquement quelles options quelqu'un pourrait avoir si de futurs beaux-parents étaient activement hostiles et méprisants. Valérie a dit que les conflits avec la belle famille étaient courants,
mais ne pouvait généralement pas être traité légalement à moins qu'il n'y ait harcèlement, discrimination dans des contextes professionnels ou tentative d'interférence avec la garde des petits-enfants. Elle a dit que la meilleure approche consistait généralement à établir des limites fermes et à limiter les contacts, mais que cela ne fonctionnait que si le couple qui se mariait présentait un front uni. Elle a demandé si j'avais parlé des insultes à mon fils, et j'ai dit pas encore, que j'essayais de décider de la bonne approche. Damien m'a appelé 3 semaines après le dîner et m'a dit qu'il avait demandé May en mariage, et qu'elle avait dit oui. Il était fou de joie, décrivant comment il avait fait sa demande lors d'une randonnée surplombant l'océan, à quel point c'était parfait, à quel point ils étaient heureux tous les deux. Il a dit que May voulait organiser une fête de fiançailles, réunir les deux familles pour une célébration, rendre la chose officielle. Il a demandé si Catherine et moi serions d'accord avec ça, et j'ai dit, bien sûr, félicitations. Nous sommes heureux pour toi. Après avoir raccroché, je suis resté assis à fixer mon téléphone, sachant que je devais prendre une décision. Je ne pouvais pas laisser mon fils se marier dans une famille qui méprisait la nôtre sans au moins essayer d'aborder le problème. J'ai rappelé Damien et lui ai dit que je devais lui parler de quelque chose d'important concernant les parents de May. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner le lendemain, et je lui ai tout dit. J'ai expliqué que je parlais couramment le mandarin, que j'avais compris chaque mot que les Lin avaient dit pendant ce dîner, qu'ils nous avaient insultés systématiquement et vicieusement tout en faisant semblant d'être accueillants. Je lui ai dit ce qu'ils avaient dit sur Catherine, sur moi, sur lui, sur leur projet pour éloigner May de la relation. Le visage de Damien est passé par plusieurs émotions, incrédulité, colère, blessure, confusion. Il a demandé si j'étais sûr d'avoir bien compris, si peut-être il y avait eu des malentendus ou un contexte culturel qui m'avait échappé. J'ai dit non. J'avais parfaitement compris. Les insultes avaient été claires et délibérées. Il a demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps pour le lui dire, et j'ai expliqué que j'avais essayé de comprendre comment gérer cela, s'il fallait le lui dire tout court, si cela aiderait ou créerait juste un conflit familial. Il est resté assis tranquillement pendant un long moment, puis a dit qu'il devait parler à May, que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer, que si ses parents pensaient vraiment cela, c'était un problème grave. Je lui ai dit de réfléchir soigneusement à la manière de l'aborder, qu'accuser directement les parents de May pourrait la rendre défensive, que cela devait être géré avec délicatesse. Il a dit qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont les parents considéraient sa famille comme des ordures inférieures, que ce n'était pas une fondation pour un mariage sain. 2 jours plus tard, Damien m'a appelé, la voix tremblante. Il a dit qu'il avait parlé à May de ce que j'avais entendu, et qu'elle avait d'abord été défensive, disant qu'il devait y avoir des malentendus. Que ses parents ne diraient pas ces choses-là. Mais quand il l'a pressé, lui demandant de confirmer exactement ce qui avait été dit lors de moments spécifiques du dîner, sa résistance s'est effondrée. Elle a admis que ses parents pouvaient être élitistes, qu'ils avaient des opinions traditionnelles sur la classe sociale et les antécédents familiaux, qu'ils avaient exprimé des réserves sur Damien en privé. Elle a dit qu'elle espérait qu'il changerait d'avis, que leur amour surmonterait les préjugés de ses parents, qu'elle avait filtré leurs commentaires pendant la traduction pour éviter de créer un conflit. Damien a demandé à quel point elle avait filtré, et elle a admis que cela avait été substantiel, que presque rien de ce qu'elle avait traduit de ses parents n'avait été exact, que les vraies conversations avaient été beaucoup plus dures que ce qu'elle nous avait dit. Il a demandé si elle était d'accord avec l'évaluation de notre famille par ses parents, et elle a hésité, puis a dit qu'elle l'aimait, mais qu'elle comprenait d'où venaient ses parents, qu'il voulait le meilleur pour elle. Que la classe sociale et les antécédents familiaux comptaient en termes pratiques. Cette hésitation, cet aveu qu'elle était en partie d'accord avec le mépris de ses parents, a été la fin de la relation. Damien lui a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui voyait sa famille comme inférieure, qui lui avait menti par la traduction pendant des mois, qui avait permis à ses parents d'insulter les gens qu'il aimait droit devant eux. Mais il a supplié de reconsidérer. A dit qu'elle travaillerait sur ses parents. A dit que l'amour était plus important que la classe sociale. Mais Damien a été ferme. Il lui a dit que le problème n'était pas seulement les opinions de ses parents, mais sa propre acceptation de ses opinions. Sa volonté de participer à la tromperie, son échec à le défendre lui et sa famille. Il a mis fin aux fiançailles et a rendu la bague. Il était dévasté, vraiment le cœur brisé malgré sa conviction que c'était la bonne décision. Il avait aimé May sincèrement et profondément, et découvrir qu'elle avait été complice du mépris de ses parents avait brisé quelque chose en lui. Les Lin n'ont pas bien pris la nouvelle. 3 jours après la rupture, j'ai reçu un coup de fil de Monsieur Lin, parlant un français à l'accent prononcé. Il a dit qu'il comprenait qu'il y avait eu un malentendu,
qu'il voulait nous rencontrer pour discuter de la résolution de la situation, que rompre les fiançailles était hâtif et inutile. J'ai répondu en mandarin courant, lui demandant quelle partie avait été un malentendu, la partie où sa femme traitait ma femme de servante, ou la partie où il avait qualifié mon fils de génétiquement limité. Le silence à l'autre bout du fil a été profond. Après une longue pause, Monsieur Lin a dit en mandarin que j'avais mal compris, que les contextes culturels étaient différents, que ce que j'avais entendu n'était pas ce qu'il voulait dire. J'ai dit que j'avais parfaitement compris, que j'étais courant en mandarin, et que j'avais compris chaque insulte qu'ils avaient délivrée avec des sourires sur leur visage. J'ai dit que les fiançailles étaient terminées, que mon fils avait pris sa décision et que je la soutenais pleinement. Monsieur Lin a dit que je faisais une erreur, que mon fils jetait un avenir brillant avec une femme accomplie à cause de l'orgueil et d'un malentendu. J'ai dit que mon fils faisait un choix sage pour éviter une vie entière à être regardé de haut par des beaux-parents qui le considéraient comme inférieur. Monsieur Lin a raccroché. Le harcèlement a commencé la semaine suivante. Madame Lin a appelé Catherine à l'hôpital, ayant on ne sait comment obtenu son numéro direct au travail, et a laissé un message vocal disant que notre famille avait détruit le bonheur de Mei parce que nous étions trop rustres pour comprendre les hiérarchies sociales appropriées. Que nous avions empoisonné l'esprit de Damien contre une femme qui était bien au-dessus de sa condition, que nous devrions avoir honte de notre présomption. Catherine a été secouée, elle m'a fait écouter le message à la maison ce soir-là. J'ai sauvegardé l'enregistrement et appelé maître Valérie Lambert, l'avocate en droit de la famille, pour lui poser des questions sur les lois concernant le harcèlement. Elle a dit qu'un seul message vocal n'était probablement pas suffisant pour une action en justice, mais que je devais tout documenter, que si le schéma continuait, nous pourrions avoir des motifs pour une ordonnance de protection. Madame Lin a également commencé à appeler des connaissances communes dans la communauté franco-chinoise, que je fréquentais occasionnellement, leur disant que ma famille avait maltraité Mei, que nous avions rompu les fiançailles à cause de nos préjugés contre les familles chinoises. Que nous étions en fait les racistes. Plusieurs contacts professionnels m'ont contacté pour demander ma version de l'histoire. J'ai expliqué la vérité, que je parlais couramment mandarin, que j'avais entendu chaque insulte que les Lin avaient proférée, que les fiançailles avaient pris fin parce que leur fille était d'accord avec leur évaluation méprisante de ma famille. La réponse de la communauté a été intéressante. Certaines personnes croyaient la version des Lin, rejetaient mes affirmations comme improbables ou exagérées, mais d'autres, en particulier ceux qui avaient fait des affaires avec les Lin ou les connaissaient socialement, ont dit qu'ils n'étaient pas surpris. Que les Lin étaient connus pour être difficiles et supérieurs. Un restaurateur, un homme nommé Thomas Wu, qui servait leur famille depuis des années, a ri quand j'ai décrit ce qui s'était passé, et a dit que les Lin traitaient son personnel comme de la boue depuis des décennies, regardant de haut quiconque qu'ils considéraient en dessous d'eux. Qu'il était content que quelqu'un les ait enfin dénoncés. Il a proposé de fournir une déclaration sur leur comportement si j'en avais besoin. Une autre connaissance, une entrepreneuse prospère nommée Lisa Park, a dit que Madame Lin lui avait dit un jour que le succès de Lisa dans la technologie était admirable pour quelqu'un issu d'un milieu immigré ouvrier. Mais ne se comparerait jamais aux familles avec un véritable pédigré éducatif comme les Lin. Elle a dit que cela avait été masqué comme un compliment, mais était clairement une insulte, qu'elle avait cessé de fréquenter les Lin il y a des années parce que leur condescendance était épuisante. Damien luttait avec les retombées. Il avait vraiment aimé Mei, et faire le deuil de la relation tout en traitant la trahison était éprouvant. Il a commencé à voir un thérapeute, le docteur Raymond Cole, avec 18 ans d'expérience en conseil relationnel pour travailler sur tout cela. Le docteur Cole a dit à Damien qu'il avait fait le bon choix, que se marier dans une famille qui méprisait la sienne était une recette pour un conflit à vie et une dévalorisation, que la participation de Mei à la tromperie était une rupture fondamentale de confiance. Damien a demandé s'il y avait un scénario où la relation aurait pu fonctionner. Et le docteur Cole a dit théoriquement oui, si Mei avait été prête à établir fermement des limites avec ses parents, à défendre la famille de Damien, à rejeter complètement leurs vues élitistes. Mais d'après ce que Mei avait admis sur le fait d'être partiellement d'accord avec ses parents, ce scénario semblait peu probable. Damien a dit qu'il continuait à se remettre en question, se demandant s'il avait surréagi, si l'amour aurait dû suffire. Le docteur Cole lui a rappelé que l'amour bâti sur la tromperie et le mépris n'était pas vraiment de l'amour, que les relations saines exigeaient un respect mutuel, s'étendant à la famille et aux antécédents de chaque partenaire. Environ 6 semaines après la rupture, Mei m'a contacté directement. Elle a appelé mon portable, a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café, a dit qu'elle voulait s'expliquer et s'excuser. J'ai accepté, curieux de ce qu'elle voulait dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre et elle avait l'air sincèrement bouleversée, ne dormant clairement pas bien,
plus mince que dans mon souvenir. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi Damien avait mis fin aux choses, qu'elle avait eu tort de filtrer les commentaires de ses parents, qu'elle avait été prise entre deux familles et avait mal géré la situation. Elle a dit qu'elle avait été élevée pour respecter les opinions de ses parents, que leur vue sur la classe sociale et les antécédents familiaux lui avaient été inculqués dès l'enfance, qu'elle ne réalisait que récemment à quel point ces vues étaient toxiques. Elle a dit qu'elle avait essayé de parler à ses parents de leur comportement et qu'ils avaient rejeté ses inquiétudes, disant qu'elle était trop occidentale dans sa pensée, que les valeurs traditionnelles sur la compatibilité familiale étaient importantes et correctes. Elle a demandé s'il y avait une possibilité que Damien reconsidère si elle arrangeait les choses avec ma famille, si elle établissait des limites plus fermes avec ses parents. J'ai dit que c'était entre elle et Damien, mais d'après ce que j'avais vu, les dommages étaient trop profonds. Que la confiance une fois brisée aussi fondamentalement était presque impossible à reconstruire. Mais il m'a demandé directement ce que ses parents avaient dit ce soir-là, voulant tout entendre sans filtre. Je lui ai tout raconté. Chaque insulte sur Catherine étant une servante, sur moi étant un dépanneur glorifié, sur les limitations génétiques de Damien, sur leur plan pour l'éloigner de la relation. J'ai observé son visage pendant que je racontais, vu la honte et l'horreur alors qu'elle réalisait toute l'étendue de ce que ses parents avaient dit pendant qu'elle traduisait des amabilités. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle savait que c'était mauvais, mais n'avait pas réalisé à quel point c'était vicieux, qu'elle avait été dans le déni sur le caractère de ses parents. Elle a dit que sa mère avait toujours été pointilleuse sur le statut, mais qu'elle pensait que c'était juste du conservatisme culturel, pas de la cruauté pure et simple. Elle s'est excusée abondamment. A dit qu'elle comprenait qu'elle avait failli à Damien et à ma famille en ne tenant pas tête à ses parents, en participant à la tromperie, même passivement. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses, mais que cela ne changeait pas le problème fondamental, qui était qu'elle avait été prête à accepter la vision de ses parents sur ma famille comme étant inférieure, au moins partiellement. Elle a dit qu'elle travaillait à désapprendre ses croyances toxiques, mais comprenait qu'il était trop tard pour elle et Damien. Les Lin ont intensifié leur campagne contre notre famille. Madame Lin a posté sur les réseaux sociaux chinois en nommant notre famille, prétendant que nous avions manipulé sa fille dans une relation, puis brisé son cœur par préjugés et étroitesse d'esprit. Elle a présenté cela comme du racisme français contre les familles chinoises, a dit que nous avions fait semblant d'accepter Mei, mais qu'en fin de compte nous ne pouvions pas supporter son origine culturelle et son éducation supérieure. Les publications ont gagné du terrain. Des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire exprimaient de la sympathie pour les Lin et critiquaient ma famille. J'ai été identifié dans certains posts, reçu des messages colériques d'inconnus disant que je perpétuais des stéréotypes et de la discrimination. J'ai d'abord essayé de répondre calmement avec la vérité, mais le volume de harcèlement rendait cela impossible. J'ai contacté une avocate spécialisée en diffamation, une femme vive nommée Maître Kimberly Norton avec 16 ans d'expérience dans les affaires de harcèlement en ligne. Elle a examiné les messages et a dit qu'ils étaient à la limite de la diffamation, que nous pourrions potentiellement poursuivre, mais que ce serait coûteux et long sans garantie de succès. Elle a suggéré à la place de tout documenter et d'envoyer une lettre de mise en demeure menaçant de poursuites judiciaires si le harcèlement continuait. Maître Valérie Lambert a rédigé la mise en demeure, exposant les faits de ce qui s'était passé et exigeant que les Lin cessent tout harcèlement, suppriment les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux et cessent tout contact avec ma famille. Elle l'a envoyé par courrier recommandé et par email pour assurer la réception. La réponse des Lin est venue par le biais de leur propre avocat, un homme nommé Maître Stuart Fleming, spécialisé en contentieux civil. La lettre de Fleming est tout acte répréhensible. Prétendait que ses clients avaient été mal compris et calomniés. Disait que les accusations de ma famille étaient fausses et dommageables pour la réputation des Lin. Il menaçait d'une contre-poursuite pour diffamation si nous continuions à répandre ce qu'il appelait des mensonges sur ses clients. Valérie a répondu que la vérité était une défense absolue contre la diffamation, que nous avions des preuves, y compris des messages vocaux enregistrés et des témoignages sur le comportement des Lin. Que nous étions prêts à engager une action en justice si le harcèlement ne cessait pas immédiatement. L'échange de lettres juridiques a créé une sorte de guerre froide. Aucun camp ne voulait s'engager dans un litige coûteux, mais aucun ne reculait complètement. La rupture dans l'impasse est venue d'une source inattendue. Une journaliste nommée Rebecca Thornton, qui écrivait pour un magazine parisien sur la culture et les problèmes de société, avait entendu parler de la situation par des contacts communs. Elle m'a contacté pour me demander si je serais prêt à être interviewé sur la discrimination et l'élitisme dans les communautés immigrées, comment les vues traditionnelles sur la classe sociale créaient des conflits dans le contexte français. J'avais hésité, ne voulant pas rendre cela plus public,
mais Rebecca avait expliqué qu'elle prévoyait d'écrire l'article de toute façon sur la base des informations qu'elle avait recueillies, que me donner une chance de partager ma perspective garantirait l'exactitude. Elle a dit qu'elle avait déjà parlé à plusieurs personnes qui avaient eu des expériences négatives avec les lins, qu'il y avait un schéma plus large valant la peine d'être examiné. J'ai accepté une interview à condition de rester anonyme, mais Rebecca m'a convaincu que l'utilisation de vrais noms aurait plus d'impact, que tenir les gens responsables exigeait une identification publique du comportement. Maître Valérie Lambert a examiné l'interview avant publication pour s'assurer que je ne m'exposais pas à des poursuites. L'article est paru 3 semaines plus tard sous le titre « Quand l'élitisme de l'ancien monde rencontre la méritocratie du nouveau monde, le coût caché des préjugés de classe dans les familles immigrées ». Rebecca avait fait des recherches approfondies, interviewant non seulement moi mais aussi Thomas Hu le restaurateur, Lisa Park l'entrepreneuse, 3 autres familles qui avaient eu des interactions négatives avec les Lins. Et même un ancien partenaire commercial qui avait quitté l'entreprise de Monsieur Lin pour désaccords éthiques. L'article exposait un schéma où les Lins traitaient quiconque qu'ils considéraient en dessous d'eux avec mépris et condescendance. Utilisant la richesse et l'éducation comme des armes pour diminuer les autres, sabotant activement les relations et les accords commerciaux quand ils sentaient que leurs standards n'étaient pas respectés. Il incluait mon récit du dîner, les commentaires insultants sur Catherine et moi, l'aveu de May qu'elle avait filtré les traductions, la décision de Damien de mettre fin aux fiançailles. C'était juste mais accablant, laissant les faits parler d'eux-mêmes sans éditorialisation excessive. L'article incluait la déclaration de l'avocat des Lins niant les allégations, mais elle semblait creuse face au poids de multiples témoignages cohérents provenant de sources différentes. L'article est devenu viral dans les communautés asiatiques de la région parisienne et au-delà. Il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, discuté dans des forums et des sections de commentaires, repris par d'autres médias qui ont écrit des articles de suivi. La réponse a été massivement favorable à ma famille et critique envers les Lins. Les gens ont partagé leurs propres histoires de rencontres avec l'élitisme et les préjugés de classe, d'être regardés de haut pour leur profession ou leurs antécédents familiaux, de la douleur de voir sa valeur mesurée par des normes arbitraires de pédigré et de statut. Plusieurs collègues de May à l'Institut Pasteur m'ont contacté en privé pour dire qu'ils avaient toujours trouvé ses parents difficiles lors des événements universitaires, que le comportement des Lins envers le personnel et les étudiants avait été notoirement condescendant. L'institution a même initié un examen discret de l'implication des Lins dans certaines activités de collecte de fonds après des plaintes concernant leur traitement des boursiers issus de milieux ouvriers. Les conseils d'administration caritatifs où siégeait Madame Lin ont commencé à recevoir des questions sur ses attitudes et son comportement. Plusieurs lui demandant de démissionner après la publicité. L'entreprise de Monsieur Lin a subi des coups importants. Plusieurs clients ont mis fin à leur relation, citant un malaise face à ses attitudes documentées, ne voulant pas être associé à quelqu'un qui dénigrait ouvertement les gens sur la base de la classe sociale. Son entreprise d'importation reposait lourdement sur les relations et la réputation, et les deux avaient été gravement endommagés. Madame Lin était devenue persona non grata dans plusieurs cercles sociaux, désinvitée d'événements, rayée des listes d'invitations, faisant face aux conséquences sociales d'avoir vu son mépris privé rendu public. Le revirement a été rapide et brutal, le statut social même dont ils étaient si fiers et protecteurs s'effondrant sous le poids du caractère révélé. May a également perdu certaines opportunités professionnelles, une collaboration de recherche tombant à l'eau quand ses partenaires potentiels ont exprimé leur inquiétude à l'idée de travailler avec quelqu'un issu d'un contexte familial aussi problématique. L'ironie n'a échappé à personne, les Lins étaient jugés et diminués à cause de leur comportement, tout comme ils jugeaient et diminuaient les autres pour ne pas répondre à leurs normes arbitraires. May a contacté Damien une dernière fois environ 2 mois après la publication de l'article. Elle lui a écrit une longue lettre expliquant qu'elle avait complètement coupé les ponts avec ses parents, qu'elle ne pouvait pas continuer à les avoir dans sa vie après avoir pleinement confronté ce qu'ils étaient et ce qu'elle s'était permis de devenir en acceptant leurs valeurs. Elle a dit qu'elle suivait une thérapie intensive pour désapprendre les croyances toxiques sur la classe et la valeur qui avaient été ancrées dans son éducation. Elle a dit qu'elle comprenait que la relation était terminée, qu'elle avait détruit sa confiance trop profondément pour une réparation, mais elle voulait qu'il sache qu'elle avait changé et continuait de changer. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour il pourrait lui pardonner le mal qu'elle lui avait causé, à lui et à sa famille. Damien m'a montré la lettre, a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit qu'elle semblait sincère, que les gens pouvaient changer s'ils étaient prêts à faire le travail difficile, mais que cela ne signifiait pas qu'il lui devait une autre chance. Il a dit qu'il appréciait de savoir qu'elle grandissait, mais qu'il était passé à autre chose. Que la personne qu'il avait aimée était partiellement une fiction créée par des traductions filtrées et un mépris caché, qu'il avait besoin de construire un avenir avec quelqu'un qui valorisait sa famille dès le début.
Si cette histoire continue de vous intéresser, veuillez vous abonner pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Catherine a mis le plus de temps à guérir de l'expérience. Les insultes sur sa profession, sur le fait d'être une servante et de faire le sale boulot, avaient profondément blessé quelqu'un qui consacrait sa vie à prendre soin des autres. Elle a traversé une période de remise en question de ses choix, se demandant si elle aurait dû poursuivre des études de médecine au lieu d'infirmière, si elle avait en quelque sorte limité le statut social de notre famille en choisissant une profession d'aide. Je lui ai rappelé constamment que les soins infirmiers étaient un travail noble, que sauver des vies était plus important que le statut, que les opinions des l'un reflétaient leurs propres valeurs tordues, pas une quelconque vérité réelle sur sa valeur. Elle a commencé à voir sa propre thérapeute, le docteur Vanessa Wright, spécialisée dans les questions d'identité professionnelle et d'estime de soi. Le docteur Wright a aidé Catherine à traiter le traumatisme d'avoir vu l'œuvre de sa vie dénigrée, d'avoir été traitée d'inintelligente et de basse classe par des gens qui n'avaient jamais passé une journée à aider réellement les autres. Lentement, Catherine a reconstruit sa confiance, en est venue à voir le mépris des l'un comme révélant leur propre vide plutôt que son inadéquation. Elle a fini par dire qu'elle avait pitié d'eux, que vivre avec autant d'arrogance et de jugement devait être épuisant, qu'ils ne connaîtraient jamais la satisfaction d'une véritable connexion humaine qui vient du fait de traiter les gens comme des égaux. Damien a finalement recommencé à sortir avec quelqu'un environ 8 mois après la rupture. Il a rencontré une femme nommée Alice Carter, une avocate commise d'office qui travaillait avec des clients indigents, qui venait elle-même d'un milieu ouvrier, dont les parents étaient mécaniciens et institutrices. Quand il a amené Alice nous rencontrer, le contraste avec May a été frappant. Alice s'est montrée sincèrement intéressée par le travail de Catherine, posant des questions détaillées sur la médecine d'urgence, exprimant son admiration pour le stress et les compétences impliquées. Elle m'a interrogé sur l'architecture logicielle avec une réelle curiosité, s'est engagée sur les aspects techniques, a traité mon expertise avec respect. Ses parents, quand nous les avons finalement rencontrés, étaient chaleureux et accueillants, intéressés à nous connaître en tant que personnes plutôt qu'à évaluer notre classe sociale ou notre qualité génétique. La différence a été profonde, montrant à Damien à quoi ressemblait une intégration familiale saine, ce que cela faisait d'être accepté plutôt que simplement toléré ou secrètement dédaigné. Les l'un ont tenté un dernier acte de représailles environ 1 an après la publication de l'article. Ils ont intenté un procès pour diffamation et préjudice moral, réclamant des dommages et intérêts pour l'atteinte à leur réputation et à leurs affaires. Maître Stuart Fleming a rédigé une plainte agressive alléguant que j'avais fabriqué ou exagéré leurs propos, que l'article avait été une attaque malveillante conçue pour détruire leur position dans la communauté. Maître Valérie Lambert a coordonné la défense, faisant appel à Kimberly Norton, spécialisée dans les questions de liberté d'expression et de diffamation. L'affaire est allée jusqu'à la phase d'instruction, où nous avons pu assigner des témoins et demander des documents. Thomas Wu, Lisa Park et plusieurs autres ont fourni des dépositions sous serment sur le comportement élitiste récurrent des l'un. Nous avons soumis le message vocal de Madame Lin comme preuve de harcèlement. Le plus dommageable pour les l'un, May a été interrogée et sous serment a confirmé que ses parents avaient bien dit les choses que j'avais rapportées, qu'elle avait filtré les traductions pour cacher le mépris, que tout dans mon récit et l'article était exact. Face à ce témoignage de leur propre fille, le dossier des l'un s'est effondré. Leur avocat s'est retiré, et ils ont été forcés d'abandonner les poursuites, payant nos frais juridiques dans l'accord de règlement. La vindicte finale est venue lorsque les transcriptions des dépositions sont devenues publiques dans le cadre du procès. Le témoignage de May donné sous peine de parjure a confirmé chaque détail. Elle a décrit les mots exacts de ses parents sur Catherine étant une servante, sur moi étant un technicien et un dépanneur glorifié, sur les limitations génétiques de Damien. Elle a expliqué comment elle avait systématiquement filtré les traductions pour éviter le conflit, comment elle savait que ses parents étaient cruels, mais l'avait accepté comme normal parce que c'était ainsi qu'elle avait été élevée. Elle a témoigné que ses parents lui avaient spécifiquement dit de garder la relation décontractée parce que Damien n'était pas d'une famille appropriée, qu'ils l'avaient activement encouragée à rester ouverte à de meilleures options. Lire son témoignage, le voir documenté dans des archives judiciaires, a été à la fois douloureux et validant. Douloureux parce que cela confirmait à quel point nous avions été soumis au mépris, à quel point la tromperie était profonde. Validant parce que cela prouvait au-delà de tout doute que je n'avais pas mal compris ou exagéré, que les l'un avaient été exactement aussi terribles que je l'avais décrit. L'échec du procès et les transcriptions publiques des dépositions ont effectivement mis fin au statut social des l'un. Les gens qui auraient pu leur accorder le bénéfice du doute avant de voir leur propre fille témoigner contre eux sous serment n'avaient plus aucune ambiguïté derrière laquelle se cacher. L'entreprise de Monsieur Lin a continué de décliner, finissant par réduire considérablement ses effectifs.
Madame Lin a été démise de tous ses postes au sein des conseils d'administration caritatifs. Ils se sont retrouvés isolés dans la communauté qu'ils avaient autrefois regardée de haut, faisant face aux conséquences de leur arrogance et de leur cruauté. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils avaient fini par déménager, quittant complètement la région parisienne, s'installant apparemment dans le sud de la France, où leur réputation ne les avait pas précédés. Mais ils n'avaient apparemment maintenu aucun contact avec eux, construisant une vie séparée de parents dont elle avait finalement rejeté complètement les valeurs. 2 ans après ce dîner dans le salon des Lin, Damien a demandé Alice en mariage, et ils se sont mariés lors d'une belle cérémonie qui célébrait les 2 familles à égalité. Catherine a remonté l'allée en tant que mère du marié avec fierté et joie. Sa valeur jamais remise en question, sa profession jamais dénigrée. J'ai prononcé un discours à la réception disant à quel point j'étais fier de mon fils pour avoir choisi une partenaire qui valorisait le caractère plus que le pédigré, qui voyait la valeur des gens indépendamment de leur classe sociale ou de leurs antécédents. Le père d'Alice, le mécanicien, a fait un discours disant à quel point il était chanceux que sa fille ait trouvé un homme aussi bien issu d'une si bonne famille. Le mot bonne avait un poids que les Lin ne comprendraient jamais, ne faisant pas référence aux lignées ou au pédigré éducatif, mais à la décence, la gentillesse, le respect. C'étaient les valeurs qui comptaient vraiment, qui bâtissaient des relations durables et des familles saines. Je pense parfois à ce dîner, assis dans la belle maison des Lin, buvant du thé coûteux pendant qu'ils nous insultaient dans une langue qu'ils supposaient que je ne comprenais pas. Je pense au choix que j'ai fait de rester silencieux, d'écouter et d'observer plutôt que de les confronter immédiatement. Ce choix m'a donné une information complète sur qui ils étaient et ce qu'ils pensaient vraiment. Une information qui s'est avérée cruciale quand la vérité a éclaté. Si j'avais révélé mes compétences linguistiques immédiatement, ils auraient ajusté leur comportement, caché leur mépris, rendu la tromperie plus difficile à exposer. En les laissant parler librement, j'ai été témoin de leur vrai caractère, rassemblé des preuves qui ont finalement protégé mon fils d'une vie entière à être regardé de haut par des gens qui ne verraient jamais sa valeur. La leçon que j'ai tirée de toute cette expérience portait sur le danger des suppositions, tant les leurs que celles que les gens faisaient sur moi. Les Lin avaient supposé qu'un Français blanc en costume ne pouvait pas parler couramment le mandarin, ne pouvait pas comprendre leur mépris privé. Cette supposition les a conduits à se révéler complètement, à dire leurs vraies opinions sans filtre. Ils avaient aussi supposé que leur richesse et leur éducation les rendaient supérieurs, que la classe sociale déterminait la valeur humaine, que leur fille méritait mieux qu'un jeune avocat issu d'une famille de classe moyenne. Ces suppositions sur la valeur intrinsèque basées sur des marqueurs de surface les ont menés à la destruction, à la perte de leur réputation et de leur statut, et finalement de leur fille. Ma supposition selon laquelle rester silencieux révélerait une vérité utile s'est avérée correcte, me donnant les munitions pour protéger ma famille et exposer la toxicité avant qu'elle ne devienne permanente par le mariage. Damien n'a jamais regretté d'avoir mis fin aux choses avec May, même s'il l'avait aimée sincèrement. Il a dit que découvrir le vrai caractère de quelqu'un, découvrir que la personne que vous aimiez avait participé au mépris envers votre famille, changeait tout. L'amour ne pouvait pas surmonter ce genre de manque de respect fondamental et de tromperie. Son mariage avec Alice était bâti sur une fondation de respect mutuel qui s'étendait aux 2 familles, créant le genre de partenariat sain que la relation avec May n'aurait jamais pu être. Quand leur premier enfant est né l'année dernière, une fille qu'ils ont nommée Kate, les 2 pères de grands-parents l'ont accueillie avec une joie et une fierté égales. Personne n'a mesuré sa valeur par les lignées ou le pédigré. Elle était simplement aimée pour elle-même, comme chaque enfant devrait l'être. La façon dont les Lin n'auraient jamais été capables d'aimer un petit enfant qu'ils considéraient génétiquement limité par association avec notre famille soi-disant inférieure. Les Lin m'ont appris que parfois les gens les plus cruels sont ceux qui sourient en délivrant des insultes, qui cachent le mépris derrière les barrières linguistiques et les différences culturelles, qui maintiennent des surfaces polies tout en nourrissant un profond dédain. Ils m'ont appris que le préjugé de classe sociale est réel et toxique, quelle que soit la culture d'où il provient. Que l'élitisme endommage tout le monde qu'il touche, y compris ceux qui le pratiquent. Ils m'ont appris que mon instinct d'écouter et d'observer avant de réagir était sain. Que parfois, la meilleure façon d'exposer le mal est simplement de le laisser parler librement et de tout documenter. Plus important encore, ils m'ont appris que la vraie valeur ne se mesure pas par l'éducation, la richesse ou le pédigré familial, mais par le caractère, la gentillesse et la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Ils ont échoué à ce test complètement. Ils ont exprimé leur mépris librement dans une langue qu'ils pensaient sûre et ont découvert que quelqu'un écoutait toujours, comprenait toujours, toujours prêt à les tenir responsables de